Bonjour, alors aujourd'hui une bonne nouvelle, on va montrer que finalement tout tétraèdre est régulier et on va le montrer dans toutes les dimensions. Je m'explique. Dans le cas du triangle, eh bien ça voudra dire que tout triangle, bon, non plat, peut être vu comme équilatéral. Voilà. Bon, vous admettrez que c'est une bonne nouvelle hein, pour partir d'un bon pied dans la vie. C'est un peu comme quand Michel Polnareff chantait Nous irons tous au paradis. Eh bien, il aurait pu dire tout tétraèdre est régulier. Très bien. J'énonce quand même le théorème. Soit A un espace affine, O, E, I de 1 à N, donc il est de dimension N, hein, l'espace affine, un repère. L'enveloppe convexe du repère, bon, forme N tétraèdre, voilà, tout court. Hein. Bon, alors on l'appelle plutôt un simplex, cet objet. Alors ça, bah oui, on voit bien hein, l'enveloppe convexe du triangle, l'enveloppe convexe du tétraèdre en dimension 3, bon d'accord. Et il existe une forme euclidienne qui le rende régulier. Alors régulier pour l'instant n'est pas tout à fait clair. Il y a un petit vide sémantique là, et on le remplira voilà, hein, quand on arrivera à la dimension n. Là, il faudra un tout petit peu s'accrocher, hein, mais le début, c'est quelque chose d'assez simple. On va regarder le cas du triangle hein, pour se mouiller la nuque. Regardons un triangle, hein, comme ceci. Donc finalement, il est non plat. Hein. On a O, E1, E2, le repère du plan. U, le vecteur OE1. V, ici, le vecteur OE2. L'autre arête, ben, c'est V-U, hein, quand je l'oriente comme ceci. Je veux qu'il soit équilatéral. Eh bien, ça veut dire UU égale VV égale U, V-U, V-U. Pour un certain produit scalaire. C'est-à-dire, il faut que j'invente un produit scalaire qui le rende équilatéral. Voilà. Alors, ce produit scalaire, hein, je le mets avec les angles comme ça. Alors, lambda, je vais poser lambda égale UU, ben c'est cette valeur commune, qui est forcément strictement positive dans notre analyse hein, du problème, puisque c'est une longueur d'un vecteur non nul. Et je vais développer ici. Ici, ça va me donner VV plus UU moins 2 UV, bon, moins 2 VU, c'est pareil. Ça va me faire lambda, d'accord, moins 2 UV, oui, plus lambda VV, égale lambda, puisque tout ça c'est égal à lambda. Et ça fait UV égale lambda sur 2. Alors on aurait pu s'en douter, ça nous rappelle que le triangle équilatéral, l'angle ici c'est pi sur 3, et son cosinus c'est 1/2. Bon. Alors ce que je cherche, c'est un produit scalaire, c'est pouvoir avoir dans cette base que la forme, c'est x transposé SY, ici, d'accord, avec un certain S, une matrice S, qui est symétrique, définie, positive. C'est ça un produit scalaire, c'est symétrique, définie, positive. Bon, et bien là, qu'est-ce qu'on a? On propose que UU soit égal à lambda, VV soit égal à lambda, et UV égal à lambda sur 2. Donc, je mets lambda en facteur, et donc S, bon, lambda qui est strictement positif, hein, et S est proportionnel à la matrice 1, 1,5, 1,5, 1,5. Ce qui veut dire que maintenant, si je veux une forme euclidienne, donc un produit scalaire qui rende ce triangle équilatéral, il suffit que S soit symétrique, définie, positive. Ben, elle est déjà symétrique. Comme lambda est strictement positif, il suffit de voir que ceci est défini positif. Alors je vais le faire par une méthode. En fait, on va voir plusieurs méthodes. Je vais regarder son polynôme caractéristique, parce que là c'est facile. Ça fait x2 moins 2x plus 3 quarts. D'accord, moins la trace ici, hein, là c'est l'opposé de la trace, là c'est le déterminant, et donc ça fait un quart de 2x moins 1, facteur de 2x moins 3, c'est facile à voir, et donc vous avez que les valeurs propres de S, c'est 1,5 et 3,5, elles sont strictement positives, et donc S est symétrique
définie, positive, puisqu'elle était symétrique. Donc voilà la bonne nouvelle, tout triangle est équilatéral. Maintenant, est-ce que tout tétraèdre est régulier? Par exemple, si vous faites dans le développement sur le tétraèdre, vous oubliez de dire le tétraèdre est régulier et qu'on vous fait remarquer que le tétraèdre, on n'a pas dit qu'il était régulier, dit bah oui, il est régulier parce que tout tétraèdre est régulier. Bonne nouvelle quand même, très bonne nouvelle. Ok, alors qu'est-ce que c'est qu'un tétraèdre régulier en dimension 3? J'ai regardé sur Wikipédia, ils en donnent une définition. Ok, la définition, c'est qu'il est constitué de 4 triangles équilatéraux. Alors, elle m'arrange bien, cette définition, même si ça fait petit arrangement, elle m'arrange bien pour mon problème. Parce que elle va continuer naturellement ce que j'avais fait en dimension 2. Alors donc, on a notre tétraèdre, nos points O, E1, E2, E3, les vecteurs U, V, W, ok, et ce qu'on veut, c'est avoir des triangles équilatéraux. Donc on a bien compris qu'il nous faut une forme telle que dans la base UVW, elles s'écrivent 1, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1. Alors bah oui, parce que par exemple, ce 1, 1 demi, 1 demi, 1, d'abord ce 1, ça veut dire que U est de norme 1. Alors le lambda, je l'ai remplacé par 1. On voit que bon, le lambda n'a pas une grande importance ici. Donc je normalise en prenant en quelque sorte je veux un tétraèdre de forme normale, c'est-à-dire d'arête 1. Alors ici, donc j'ai un 1. Ensuite, UV, c'est un triangle équilatéral, donc il faut que j'ai un 1, 1 demi, 1 demi, 1. UW, le triangle UW, il est équilatéral, donc j'ai 1, 1 demi, 1 demi, 1. Et VW doit être équilatéral, ça fait 1, 1 demi, 1 demi, 1. Maintenant, si vous avez fait attention, vous avez remarqué qu'il en manque un. Il manque ce triangle qui doit être équilatéral, mais étant donné que quand on a assuré ça, on a assuré que ces côtés ici étaient de norme 1, d'accord? Lui par ce triangle-là, lui par ce triangle-là, lui par l'autre triangle, donc il a 3 côtés de norme 1, donc il est forcément équilatéral. Donc on a agi par nécessité, mais c'est suffisant. Donc il faut prendre cette matrice. Reste à savoir si cette matrice, c'est une matrice symétrique, définie, positive, ce qui nous permettra d'avoir un produit scalaire comme ceci, en écrivant x, y égale ceci dans la base UVW. Bien. Alors, on va varier les plaisirs. On va montrer que c'est symétrique, défini, positive, avec le critère de Sylvester. C'est-à-dire que les mineurs, donc elle est symétrique évidemment, et il suffit que les mineurs principaux, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, soient tous strictement positifs. C'est un théorème que vous pourrez trouver dans le carnet de voyage en algébrée. Delta 1, le premier mineur, c'est 1. Le deuxième mineur, on a vu, c'est 3/4. Et quand on fait un petit calcul, par exemple avec la règle de Sarus, le troisième mineur, on trouve 1/2. Ils sont tous strictement positifs, donc c'est bien dans Sn++. Voilà. Maintenant, pour le n simplex, c'est-à-dire, on va regarder, là je peux plus faire le dessin, on peut se poser la question, qu'est-ce que la régularité? Effectivement, que veut dire un n tétraèdre ou un n simplex régulier? Et on aimerait une définition de la régularité qui soit valable pour, pas uniquement un petit arrangement avec les tétraèdres. Quelque chose qui est valable pour n'importe quel polyèdre, en dimension n. Vous voyez bien que si vous prenez, par exemple, vous définissez régulier, ne serait-ce qu'en dimension 3, comme les arêtes sont toutes de même norme, de même longueur si vous préférez, ça va pas aller,
parce que vous allez avoir des objets qu'on appelle semi-réguliers, constitués par exemple de carrés et de triangles équilatéraux, et vous allez avoir ces polyèdres qui vont avoir des arêtes qui sont toutes de longueur 1, alors que l'objet manifestement n'est pas régulier, puisqu'il a des faces d'une certaine manière, et des faces carrées, des faces triangulaires. Donc, il faut réfléchir un petit peu avant de s'engager sur la bonne définition de la régularité. Voilà. Qu'est-ce que régulier? Bon. Eh bien, déjà, on va regarder une situation nécessaire. Nécessairement, on veut évidemment que EI1, EI2, à chaque fois qu'on a deux arêtes, EI1, EI2, donc il va y avoir des arêtes qui vont s'intersecter comme ceci, d'accord, là, EI1, EI2, il faut que ça définisse un triangle équilatéral. Et comme ici, nécessairement, S, finalement, si elle existe, c'est forcément cette matrice-là, encore une fois, comme ici. Bien. Alors, puisqu'on a cette matrice, on va essayer de démontrer déjà qu'elle est symétrique définie positive. Alors, symétrique, c'est clair. Et définie positive, troisième méthode, pour le plaisir, eh bien, vous remarquerez que cette matrice, c'est 1/2 de IN plus 1/2 de J, où J, c'est la matrice avec que des 1. Alors attention, contrairement à ce qu'on peut voir parfois chez certains étudiants, 1/2 de IN, ce n'est pas I de 1/2 de N. Ok, ça c'était un détail, on oublie. Donc ici, je vais regarder la matrice J. La matrice J, c'est facile, elle est de rang 1, donc 0 est de multiplicité au moins n-1, et la dernière, donc comme valeur propre, et la dernière c'est la trace, forcément, c'est n, la dernière valeur propre. Donc il va y avoir comme valeur propre 0 et n. Elle est diagonalisable pour plusieurs raisons, mais dont une c'est qu'elle est symétrique. Donc 0 et n, symétrique réelle évidemment, 0 et n, donc c'est diagonalisable. Et comme IN commute avec J, évidemment, 1/2 de IN commute avec 1/2 de J, on peut ajouter en quelque sorte les valeurs propres. On va avoir ici 1/2 plus 0 et 1/2 plus n sur 2. Donc ça va faire comme valeur propre 1/2 et n plus 1 sur 2. C'est strictement positif, ce qui nous assure que S est défini positif. Maintenant, je vous invite à réfléchir à une bonne définition de la régularité pour un polyèdre en dimension quelconque. Alors, allons-y pour une définition de la régularité pour un n polyèdre. Qu'est-ce qu'on veut? Oui, on veut que les arêtes soient de même longueur, que tout soit pareil, mais tout en même temps. Et en fait, la bonne définition sur laquelle les mathématiciens se sont entendus de la régularité d'un polyèdre, c'est que le groupe d'isométrie du polyèdre agissent transitivement, attention, sur les drapeaux complets du polyèdre. Alors je vais m'expliquer sur un exemple, après vous allez comprendre. Voilà, par exemple, vous prenez ce tétraèdre. Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau? C'est la donnée d'un point, je vais prendre 2, par exemple, puis d'une arête qui contient ce point, donc je vais prendre E de 1, puis d'une face qui contient cette arête, donc je vais prendre par exemple E2, E1, E0, O, pardon, et puis finalement d'une 3 faces, et là ça va être forcément, puisqu'on est en dimension 3, E2, E1, O, E3. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire agir dessus? Comme c'est le groupe des isométries du tétraèdre, eh bien, forcément, alors on sait qu'il va envoyer un sommet sur un sommet, une arête sur une arête, une face sur une face, et ici, on va avoir une action naturelle,
sur les drapeaux, donc ça c'est un drapeau, hein. Donc où si G appartient à ISO de delta, bah ici on va avoir G va agir sur le drapeau par G de E2, G de l'arête, G de la face et G du tétraèdre, c'est-à-dire le tétraèdre. Voilà. Donc ce qu'on veut et ce qui est important pour la régularité, c'est la transitivité, que l'action soit bien définie, ça c'est clair, c'est toujours clair, mais on veut une transitivité de l'action. Voilà. Je sais pas, hein, si par exemple vous avez un triangle isocèle, il est juste isocèle, bah, votre groupe d'isométrie, ce sera juste Z sur 2Z. C'est juste la symétrie. Hein, donc l'élément neutre, l'identité, hein, et la symétrie. Et évidemment, il y a 6 drapeaux, hein, donc vous prenez 3 possibilités pour le sommet, vous êtes sur un triangle, fois, bah, une fois que vous avez choisi votre sommet, 2 possibilités pour votre arête, fois 1, puisqu'il n'y a qu'un seul triangle, donc ça fait 6, donc il n'y aura pas d'action transitive d'un groupe à 2 éléments sur un groupe à 6 éléments. Donc ce qui veut dire que lui n'est pas régulier, bon ça correspond bien à ce qu'on pense. En revanche, évidemment, ce qu'on appelait le triangle équilatéral, lui, il est régulier, hein, puisque son groupe d'isométrie, lui, il est d'ordre 6. Et là, ça va bien marcher. Et celui-ci, bah, il va être régulier, hein, le tétraèdre régulier, bah, il est bien régulier au sens de nouvelle définition, puisque son groupe d'isométrie, on en a trouvé 24, factoriel 4. Regardez ce qui se passe. Delta n plus 1 possède n plus 1 factoriel drapeau. Ben oui, puisque il faut choisir d'abord n plus 1 point, puis n point, puis n moins 1 point, etc., jusqu'à la fin 1 point, exactement comme ici, factoriel n plus 1 drapeau. Et il va y avoir une action fidèle sur les drapeaux. Bon, alors, je vous fais tout de suite le rappel. Hein. Quand on a un groupe d'isométrie d'un polyèdre qui possède des sommets, bah, les sommets sont des points extrémaux, et justement, le fait que ce soit des points extrémaux va faire que le groupe d'isométrie va envoyer un sommet sur un autre sommet. Donc, il agit sur les sommets. Maintenant, il agit fidèlement sur les sommets. Pourquoi il agit fidèlement? Ça veut dire quoi fidèlement? Ça veut dire que s'il fixe tous les sommets, alors c'est l'identité. Bah oui, puisque l'ensemble des sommets forme un repère. On sait donc que quand on fixe chaque point d'un repère, hein, même pas pour une isométrie, même juste pour une application affine, bah, on est forcément l'identité. Donc c'est une action fidèle, ce qui va faire que dans cette action sur l'ensemble des sommets, eh bien, ISO de delta n plus 1 s'injecte, permute les sommets, permute les n plus 1 sommets. Donc s'injecte, parce que l'action est fidèle, dans Sn plus 1. Bien. Et maintenant, on veut que l'action soit transitive, et rien de mieux pour que l'action soit transitive que ISO de delta n plus 1 soit égal à Sn plus 1, parce que Sn plus 1 agit en une seule orbite, hein, sur l'ensemble à n plus 1 éléments, donc sur l'ensemble des sommets. Et Sn plus 1 étant engendré par les transpositions, l'image par le morphisme d'action, ben, on veut qu'il contienne toutes les transpositions. Si on a l'égalité, bah, il contient forcément toutes les transpositions. Réciproquement, comme c'est un sous-groupe de Sn plus 1, l'image, bah, s'il contient toutes les transpositions, il est égal à Sn plus 1. Donc on reviendra plus tard sur le fait de contenir toutes les transpositions. Revenons ici sur l'action fidèle sur les drapeaux. Bah oui, ISO delta n plus 1, il agit fidèlement sur les drapeaux, parce que, imaginons qui fixe lui, d'accord, bah, il va donc fixer E2, comme il fixe E2, E1, et qu'il fixe E2, forcément il fixe E1, ensuite il fixe O, il fixe E3, donc il va tout fixer. C'est même plus qu'une action fidèle, hein, c'est-à-dire que le stabilisateur d'un élément, c'est toujours l'identité. Donc si j'arrive à montrer que le groupe des isométries
est isomorphe à Sn plus 1, le cardinal d'une orbite va être égal au cardinal de ISO sur le stabilisateur. Mais ISO, ce sera factoriel n plus 1, on aura démontré que c'est isomorphe à Sn plus 1. Sur le stabilisateur, c'est 1. Le cardinal d'une orbite, c'est factoriel n plus 1. C'est exactement le nombre de drapeaux. C'est bon, ça y est, c'est bon. Ça veut dire que l'action sera transitive, et on aura montré que c'est transitif. Donc, il suffit maintenant de montrer que ISO de delta n plus 1 est isomorphe à Sn plus 1. Alors ici, je l'ai écrit d'une certaine manière, après je l'ai écrit d'une autre manière, pour que je sois cohérent. Alors, maintenant, on a dit il suffisait qu'il contienne toutes les transpositions. Alors, regardons une transposition sur un exemple. On veut la transposition qui envoie O sur E3, et E3 sur O, forcément, c'est une transposition, et donc qui fixe E1 et E2. Donc, forcément, la transposition, quand on va vouloir en faire une isométrie, une isométrie qui va échanger O et E3 va fixer le barycentre, l'isobarycentre, c'est-à-dire le milieu, que j'ai appelé F3 ici, et va fixer forcément E1 et E2, puisque la transposition, elle fixait 1 et 2. Donc ici, ça va fixer ce plan. Et maintenant, à quelles conditions il existe une isométrie qui envoie O sur E3, E3 sur O, et qui fixe donc tout cet hyperplan. Vous voyez bien que c'est une symétrie. Il faut que cette symétrie soit orthogonale pour que ce soit une isométrie. Voilà. On a toujours une symétrie mais il faut que ce soit dans ISO, donc il faut que ce soit orthogonal. Donc il faut que ce soit une symétrie orthogonale, et donc une symétrie hyperplane, elle est orthogonale, elle appartient à ISO, si et seulement si l'hyperplan ici est orthogonal, l'hyperplan rouge est orthogonal à l'arête que j'ai appelée D, ici. Voilà. Parce qu'effectivement, si c'est une symétrie orthogonale qui appartient à ISO, forcément, l'axe de la symétrie est orthogonal à l'hyperplan, et réciproquement, si l'axe de la symétrie est orthogonal à cet hyperplan, eh bien, on va avoir que ce sera bien une symétrie orthogonale, forcément, mais en plus, ça stabilisera l'ensemble des sommets du tétraèdre, donc ce sera bien dans ISO du tétraèdre. Bien. Ok. Donc, je vous rappelle qu'on avait cette matrice-là, qui définissait notre produit scalaire, on l'avait obtenu par nécessité, et il faut montrer que ce vecteur-là est orthogonal à tous les vecteurs de ça, donc les vecteurs d'une base de ça. Bon, je le fais en deux cas, soit j'ai pris, comme dans mon exemple, O comme point de l'arête, et là, dans ce cas-là, j'ai mon F3 où je vais avoir que des zéros et je vais avoir un demi à l'endroit pour I ici, qui est EI. Il faut que je montre que, donc là, ça c'est mon X transposé, ça c'est mon S, et ça c'est Y. Et ici, je vais avoir des vecteurs où j'aurai toujours un demi au bon endroit, au I, et un moins 1 quelque part. Et donc je vérifie par un petit calcul que ça fait bien 0 et que c'est bien orthogonal ici. Et ensuite je fais pareil dans le cas où mon arête ne contient pas O, ou par exemple mon arête c'est E2, E3. Dans ce cas-là, je vais avoir 1 et moins 1 ici pour mon arête qui vont se situer à I et J. Je mets ma matrice S. Ici, j'ai plusieurs vecteurs, mais je vais avoir un demi, pour mon milieu ici, et je vais avoir moins 1 quelque part, et donc je vérifie que ça fait 0, et ça marche bien. Voilà. Donc, bref, on a montré que on avait cette matrice-là qui définissait un produit scalaire qui rend
le n simplex régulier.